D'abord pour avoir organisé cette manifestation qui nous permettra de partager nos petites expériences. Ma communication est née de l'envie de partager avec vous un livre, un ouvrage que j'ai lu il y a 2 ans sur cette stratégie-là et qui était très intéressant en termes de connaissances et de stratégie même, que je voulais vraiment partager avec vous. Donc, ma communication est initialement théorique, donc se présenter une nouvelle théorie dans la stratégie de diversification, mais j'ai essayé de montrer des expériences d'entreprises, voire des pays qui ont adopté cette même stratégie. Donc, il y a eu beaucoup d'essais d'adoption de cette stratégie qui permet notamment de diversifier sans avoir besoin à trop investir. Donc, c'est à optimiser les ressources disponibles. Donc, la présentation que je vais vous faire, je vais essayer de survoler tout ce qui est méthodologique, donc problématique, hypothèse, le cadre théorique brièvement et surtout s'attarder sur la stratégie en elle-même et les différents exemples que j'ai essayé de développer. Donc, la stratégie, donc la diversification en elle-même, elle a plusieurs avantages. C'est la dilution des risques, le développement économique, la création de l'emploi. Donc, elle est vraiment un atout pour l'économie, notamment en Algérie, qu'on est à ce stade à présent toujours on dépend d'un seul produit. Mais ici, on va diversifier dans de nouveaux marchés, carrément dans de nouveaux marchés, sans être obligé de rentrer en compétition avec d'autres pays ou bien d'autres firmes. Pourquoi ne pas créer de nouveaux marchés, ce qui fait allusion à l'océan bleu, là où il n'y a pas de concurrence, et là où on ne sera pas brisé par l'histoire de compétitivité, donc de domination par les coûts ou par la compétence. Donc, alors notre première hypothèse, donc sur laquelle j'ai essayé de vérifier en examinant les différentes entreprises, est que cette stratégie ne s'applique pas à tous les secteurs. Donc, il y a des barrières, donc des limites quant à son application, et il y a aussi des risques, donc des inconvénients, des risques d'adoption et d'échec par rapport au choix de nouveaux positionnements, donc les essais de nouveaux marchés. Alors, donc, si on survole les différentes stratégies de diversification, il y en a 4, verticale, horizontale, concentrique et conglomérée, que vous connaissez tous. Et par rapport à l'innovation, il y a l'innovation par produit ou bien commercialisation, procédure, organisation. Alors, la stratégie d'Océan Bleu, c'est tout simplement faire le mariage entre la diversification et l'innovation. Donc, on va diversifier tout en innovant des produits qui existent déjà, mais qu'on va pousser les limites de la perception, que le client a de son expérience d'achat. Donc, on prend des marchés qui existent déjà, donc on essaye de remodeler de sorte à intégrer des caractéristiques dans d'autres industries qui font que les clients qu'on va intégrer font pas réellement, on va intégrer des clients d'autres industries vers les nôtres en rajoutant à nos produits des caractéristiques qui existent dans d'autres produits. Ce qui fait qu'on va créer carrément un nouveau besoin, un nouveau produit, un nouveau marché. Donc l'adoption de cette stratégie, bien sûr, il y a tout un processus. Il faut surtout avoir l'adhésion de tout le personnel. Il faut y avoir une main-d'œuvre qui coopère, qui est vraiment convaincue de l'objectif à espérer. Et surtout d'avoir des outils pratiques, donc des outils de diagnostic stratégique, de segmentation, de positionnement, donc des outils que vous connaissez en marketing.
Donc, pour ce qui est de la croissance par la stratégie de création de marché, il y a deux. Il y a la création de marché disruptif, donc ce qui est déjà développé par Schumpeter, donc dans la théorie économique, et il y a la création non disruptive. Alors, pour ce qui est de l'océan bleu, réellement, c'est une création non disruptive. Donc, on crée un nouveau marché qui va pas rentrer en interaction avec les anciens, qui va pas couper ou autre. Alors, pour le processus, donc, il faut avoir d'abord un équipage, donc une main-d'œuvre qualifiée, puis ensuite, il faut tracer un canevas stratégique. Dans ce canevas, il faut énumérer les critères qui sont fixés par la concurrence, puis déterminer le niveau de l'offre de la concurrence. Ensuite, choisir pour votre entreprise le niveau que vous voulez offrir et les caractéristiques que vous voulez intégrer, supprimer, accentuer ou atténuer de votre offre. Donc, c'est ce qui fait une matrice créer, exclure, renforcer, atténuer. Donc, voilà, j'ai essayé juste d'expliquer brièvement. Je préfère expliquer plus avec des expériences, des exemples. Donc, si on prend l'exemple de la chaîne d'hôtels de Citizen Inn, donc c'est une chaîne d'hôtels qui a été créée en 2008. Cette chaîne d'hôtels, donc, elle s'est différenciée par rapport à ses concurrents, de sorte qu'elle a supprimé tout ce qui concerne l'offre des hôtels de luxe, des caractéristiques qui ne sont pas vraiment très importantes, qui font juste alourdir les prix et les coûts sans qu'ils ont une valeur pour le client. Alors que le client qui cherche le confort, il n'a pas vraiment besoin, par exemple, d'un hall, d'un service de bagagerie, donc de restaurant complet. Donc, ils ont choisi quelques critères qu'ils ont supprimés, ils ont accentué d'autres, ils ont créé ce qu'on appelle le luxe abordable. Donc, depuis sa création, c'est une réussite. C'est une chaîne d'hôtels maintenant qui existe dans plusieurs continents avec une idée complètement différente. Donc, elle n'est en concurrence ni avec les hôtels de luxe, vu qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils ne s'adressent pas à la même clientèle, ni en concurrence avec les hôtels de bas de gamme. C'est carrément un nouveau marché, un nouveau créneau. Ils ont renforcé l'aménagement donc moderne, futuriste, donc des petites chambres de 12 mètres carrés avec le maximum de confort possible, des choix d'emplacement stratégiques donc à proximité des ports et des aéroports. Ils ont exclu, donc ils ont enlevé dans leur offre le service donc de réception, bagagiste, des restaurants. Donc pour la restauration, c'est de la sous-traitance. Les clients commandent directement et on leur livre. Ils ont atténué les types de chambres, la superficie, je veux dire. Et bien sûr le prix par rapport aux hôtels de luxe. Ils ont créé quoi? Ils ont créé des pièces de vie communes, donc des espaces de travail, donc carrément des espaces pour que le client se sente comme s'il est chez lui. Voilà, donc c'est comme si c'est un salon dans une maison. Donc voilà quelques photos qui donnent une idée. Il y a aussi un autre type d'entreprise. Bon, je suis toujours dans la prestation de services, mais j'arrive à d'autres secteurs. Il y a une entreprise de cirque qui a été créée en 1984. C'était pas facile, c'était difficile au début, c'était, on peut dire, un échec, mais c'est par la suite que c'est devenu vraiment une réussite. Donc cette entreprise qui est de cirque, donc traditionnellement donc de spectacle, elle a intégré, elle a créé un nouveau espace stratégique, donc qui est moitié cirque et moitié théâtre. Alors ils ont réduit, ils ont enlevé tout ce qui est spectacle d'animaux, tout ce qui est clown et tout, mais ils ont créé des prestations qui s'approchent plus à l'art, au théâtre, avec des thèmes, avec des artistes de rue, donc sans inviter des vedettes. Donc c'est comme s'ils ont ramené l'art de rue vers un cirque proprement dit. Donc c'est une entreprise québécoise qui a vraiment fait une réussite, qui voilà pour ce qui est du canevas stratégique par rapport au reste des cirques. Elle offre donc des prestations complètement différentes. C'est carrément théâtral, mais dans un cirque et avec un prix réduit, vu qu'il n'y a pas de charges pour les animaux, pour les vedettes,
carrément des artistes de rue qui, avec des spectacles à thème, donc avec des thèmes. Donc ils ont enlevé tout ce qui est commun, traditionnel dans les anciens cirques, donc exclure de tout ce qui est numéro d'animaux, vente de confiseries, tout ce qui réellement embête les clients. Pour ce qui est des animaux, donc ils ont essayé de répondre aux associations de défense des droits des animaux, si on peut dire. Donc comme ça, donc il s'inscrit dans les préoccupations sociétales. Et ils ont créé pistes uniques, des cercles événementiels, donc une communication basée sur des thèmes, sur une ambiance complètement théâtrale dans un cirque. Voilà. Donc, dans le secteur industriel, on a une entreprise de café. Donc, il n'y a rien à innover réellement dans un café. Donc, c'est vraiment banal comme secteur, mais l'entreprise elle a réussi à se différencier en créant pour ses clients un sentiment d'appartenir à quelque chose de luxueux. Réellement, le café, c'est toujours le café, mais ils ont créé d'abord des capsules, des machines à café à capsules, donc qui est devenu monnaie courante dans les entreprises parce que c'est plus pratique au lieu d'une cafetière. Mais surtout, ils ont créé ce qu'on appelle un club de consommateurs de café Nespresso. Donc, les clients fidèles appartiennent à un club. Ils ont utilisé une communication basée sur des vedettes, donc on voit tous Georges Clooney. Donc c'est carrément un nouveau concept pour une entreprise de production de café. Donc j'ai essayé de construire la matrice exclure, atténuée. Donc qu'est-ce qu'ils ont exclu? Ils n'ont pas une grande variété de produits, c'est les mêmes capsules, donc pas vraiment une grande variété de produits. Par contre, il y a des goûts, il y a une qualité meilleure, il y a une distribution directe. Le café Nespresso, vous devrez l'acheter dans des guichets de Nespresso, donc ça se vend pas dans les grands commerces. Et il y a l'utilisation des vedettes et une responsabilité écologique. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé une machine, ils ont créé un club, donc ils ont créé comme si donc ils ont répondu à un besoin de faire partie de quelque chose de différent. Et c'est ce qui fait la réussite de cette marque-là à l'échelle mondiale. Donc il y a aussi pour le côté jeu vidéo, tout ce qui est donc nouveau. Il y a le jeu vidéo de Nintendo, donc c'est une entreprise de jeux, mais qui a conquis le monde parce que donc elle a essayé de moderniser, mais aussi de s'appuyer sur des critères santé. Donc les jeux vidéo, donc qui font vraiment comment dire, donc la vedette pour l'entreprise, donc le point fort, c'est des jeux pour faire du sport. Parce que ce que reproche justement aux jeux vidéo, c'est que le pratiquant devient passif, devient donc drogué, il bouge pas, il est tout le temps sur son fauteuil et jouer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des jeux qui sont interactifs. Donc le pratiquant va faire du sport, donc ça bouge, c'est des bracelets, donc ça suit même les mouvements et ils ont connecté les jeux à Internet. Donc ça permet de partager, de créer comme un jeu collectif de famille, d'enfants avec leurs parents, même à distance. C'est ce qui fait qu'elle est complètement différente de ses concurrents, qui sont vraiment des jeux à l'ancien modèle, qui sont même mauvais pour la santé, mais en même temps, ça permet de créer un nouveau marché, carrément un nouveau marché, bien sûr, en intégrant des caractéristiques technologiques. Donc, pas seulement le fait d'être connecté à Internet, mais il y a des manettes. Donc il y a une technologie associée aux manettes. Ils ont inventé, donc ils utilisaient le monde des avatars, qui est maintenant utilisé par Meta, donc pour le métaverse. Et ils ont exclu, donc ils se sont éloignés des jeux vidéo traditionnels, donc la taille du disque dur, donc des caractéristiques techniques. Et tout ça en renforçant l'amusement, le fait, donc le partage, la créativité
Il y a même des jeux personnalisés, donc vous pouvez personnaliser vos avatars, votre circuit. Donc, elle ne peut pas être en concurrence avec ses concurrents vu que ses produits sont d'une autre génération, si on peut dire. Alors, j'ai pris le cas d'une entreprise financière, donc une banque, tout simplement une banque, la financière d'Europe, donc qui était vraiment, elle faillait faire faillite, donc elle était vraiment dans une situation financière très difficile. Alors elle a essayé de tracer un canevas stratégique qui l'a différencié des concurrents sur le marché. Donc c'est une entreprise de prestation de services financiers qui a renforcé le suivi des investisseurs financiers, la communication digitale. Donc elle offre des services financiers plus modernes, plus proches des clients, en accentuant donc le rôle de conseiller, chose que les autres banques n'offrent pas. Donc l'accompagnement, il manque. C'est justement cet accompagnement-là qu'ils ont renforcé et ce qui a permis de la différencier, ce qui a permis même de la sauver de la faillite. Un autre exemple de produit de maçonnerie, donc des produits de maçonnerie, c'est simple que le soit, donc de la brique, des pierres. Mais cette entreprise qui est canadienne aussi, elle s'est différenciée de tous les concurrents en essayant d'intégrer à ses produits des caractéristiques technologiques qui existent dans d'autres industries, comme l'isolation thermique, l'insonorisation. Donc ces produits-là, ils sont plus chers que les produits de maçonnerie ordinaire, mais ils vous évitent de ramener, d'utiliser d'autres produits. Donc vous avez le tout en un seul produit. Vous avez l'isolation thermique, l'insonorisation et l'isolation thermique, surtout au Canada qui fait froid. Donc ça permet de faire des économies d'énergie jusqu'à 45% pour une maison donc ordinaire. Donc ils ont fait leur calcul. Alors ça permet aux clients donc de découvrir des produits qui leur évitent de ramener plusieurs professionnels, plusieurs entreprises, ramener celui qui fait l'isolation, celui avec des produits complètement modernes. Même le design, il a été repensé. Donc ils ont créé une base donc de départ spéciale donc pour la pose qui est très facile à appliquer. Vous n'avez pas besoin d'un ingénieur pour le faire, qui est très rapide à mettre en place, qui a une résistance thermique. Donc ils ont innové carrément des produits qui sont polyvalents, donc qui sont destinés en même temps pour une nouvelle construction ou bien pour une rénovation, qui franchit donc la barrière, les limites du marché des produits de construction ordinaire. Donc on a plusieurs sortes de plusieurs industries en même temps. Donc pour avoir une idée. Alors si j'ai donné l'exemple donc de plusieurs entreprises, différents secteurs d'activité, il y a un pays qui a mis en place la stratégie d'Océan Bleu, qui est la Malaisie. Donc en 2008, ils ont créé Malaysia Blue Ocean Strategy Institute, donc un institut pour cela. Donc, pour rappeler, la théorie, elle est récente, elle est donc de 2004, elle est vraiment récente et elle a été adoptée 4 ans après par le gouvernement malaisien pour et les services publics et tout ce qui est même service social. D'ailleurs, j'ai ramené l'exemple d'un programme national de réhabilitation communautaire en Malaisie. Donc, ce qu'ils ont constaté, ce qui empêche même le développement économique, c'est le taux de criminalité élevé. Il y avait un problème de taux de criminalité élevé et traditionnellement, ils construisent de nouvelles prisons, avec des dépenses publiques et des dépenses pour la sécurité, donc que des dépenses. Pour régler un problème, en fin de compte, ils n'ont pas réglé le problème parce que les criminels ressortent avec des compétences qu'ils ont appris en prison. Et donc la rechute, donc la réinsertion dans la criminalité est systématique. Alors, ils ont utilisé les principes de la stratégie qui permettent d'atteindre des objectifs sans investir plus, mais utiliser ce qu'on a. Donc, au lieu d'investir dans de nouvelles prisons, donc les prisonniers étaient
donc reçus dans des bases militaires qui existent déjà, destinées pour l'armée et formés par donc dans les différentes formations, donc par des professionnels, donc des enseignants, donc dans des métiers, dans l'agriculture, donc des métiers de base qui vont leur apprendre comment gagner gagner leur vie sans tomber dans la criminalité. Et ces métiers-là, donc, même en étant incarcérés, donc, ils vont faire la formation. À la fin, ils sont diplômés, ils vont produire à l'intérieur de la prison, ils vont recevoir un salaire. Donc, les prisonniers, déjà, se sont utiles pour la société. Bien sûr, le programme prévoit des visites plus fréquentes de la famille pour leur permettre de ne pas couper le lien social avec la société. Alors, à la fin, dès qu'ils sont libérés, ils sont accompagnés sur le terrain pour travailler ou bien carrément pour créer leur propre fabrique. Eh ben, grâce à ce programme-là, donc j'ai essayé de faire le canevas stratégique, grâce à ce programme-là, le taux de criminalité a chuté vraiment. Donc ça a créé, ça a permis à ces prisonniers de voir d'autres horizons, donc de changer de vocation, qui est la criminalité, et ça permet à tout un pays de se développer. On connaît tous l'exemple de la Malaisie, qui est maintenant une destination favorite pour le tourisme et pour l'ensemble. Donc, pourquoi pas l'Algérie? Donc, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi pas ne pas utiliser les principes de cette théorie, qui ne sont pas quand même difficiles à comprendre et qui permettent d'atteindre des objectifs sans dépenser vraiment, sans encore dépenser pour rien. Voilà, donc c'est l'objet de ma communication. J'ai essayé donc de faire l'application de cette théorie-là donc sur différentes entreprises, expliquer l'avantage et se poser la question, donc recommander pourquoi ne pas appliquer les mêmes choses en Algérie, que ce soit pour nos entreprises publiques que pour nos entreprises privées, même pour nos services publics et nos services sanitaires. Parce que quand on parle d'améliorer la qualité, directement construire de nouvelles universités, construire, donc alors que, comme il a dit mon camarade M. Hani, il faut investir dans l'homme et non pas dans le béton. Ça ne sert à rien de construire, ça ne sert à rien d'avoir un nouvel hôpital s'il n'y a pas des médecins compétents, s'il n'y a pas un financement, s'il n'y a pas tout un tout. Voilà, sur ce, j'espère que j'étais bref, que j'ai su transmettre l'information que j'ai, la modeste information que j'ai. Je vous remercie beaucoup et je vous rends la parole. Merci, madame.